L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre. Cube. La vie nous amène souvent là où on s'y attend pas. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, j'ai l'impression que c'est vraiment l'expérience qui fait de nous des meilleures personnes. L'expérience, c'est la qualité de ce qui nous permet de nous transformer comme humains. Wow. Et de devenir une espèce de meilleure version de nous-mêmes. Et c'est vrai que je pense que beaucoup de gens essayent d'avoir ça comme but. En tout cas, j'ai lu avec vraiment beaucoup de passion, d'intérêt et surtout d'une traite. Hier après-midi au soleil, d'ailleurs, j'ai un coup de soleil. J'ai lu ce nouveau livre qui s'intitule Intemporel de Marie-Claude Savard. Marie-Claude Savard, que vous connaissez tous, animatrice, journaliste, autrice. Elle fait plein de choses. Entrepreneur aussi, puisqu'elle a aussi une entreprise de production corporative. Marie-Claude, merci beaucoup d'être là. Oh mon Dieu, merci. Tu sais que c'est la première entrevue, Isabelle. Ça fait des années qu'on se connaît, qu'on se côtoie. Et il y a pas, tu sais, le livre est disponible jeudi, fait qu'il n'y a pas grand monde qui l'a eu entre les mains, qui l'a lu. Donc, de savoir que tu as passé ton dimanche avec moi, ça me fait du bien. Tellement, tellement. Je n'ai pas écrit quelque chose parce que dans ce livre, je vous le montre, pour ceux qui nous regardent à Cube Télé, vous regardez, vous ne pouvez pas la manquer. Elle est magnifique sur la page couverture de son nouveau, soit son troisième ouvrage, ton troisième. Oui. Et à la fin, là, tu mets plusieurs pages vierges où tu dis, ce sont vos notes intemporelles, écrivez, accompagnez-moi et surtout, inspirez-vous de ce que j'écris de mon expérience pour peut-être lancer des choses aussi dans l'univers, puis mettre... en fait, c'est ça que tu veux que les gens participent. Oui. En fait, moi, je me suis retrouvée à 46 ans en plein dans le changement hormonal qui nous amène, si on veut, de l'âge adulte vers l'âge de la plénitude, à chercher partout des ouvrages qui pouvaient me guider là-dedans. On parle tout le temps des changements hormonaux, puis c'est bon pour les femmes, c'est bon pour les hommes. C'est juste que les femmes, on chute plus rapidement, fait que c'est plus spectaculaire, mais les hommes aussi vivent la même chose. Cette espèce de bilan de vie qui arrive, là, tu sais, autour de la cinquantaine, et puis on parle souvent des sauts d'humeur, des trucs comme ça, mais moi, je cherchais davantage de trucs globaux. Je cherchais une reconstruction, une mise au point. Je cherchais des ouvrages puis des trucs. J'en trouvais pas. Alors, une fois la tempête passée, on s'entend, je vais avoir 53 bientôt au mois de décembre. Là, ça fait comme quelques années que je vis là-dedans, mais pas trop longtemps pour pas me souvenir de la période qui précédait. Je me suis dit, je vais y aller de mon idée sur la réappropriation du temps. Tu sais, on a l'impression que le temps nous file entre les doigts. Il nous file entre les doigts, On parfois. ne sait pas ce que le troisième chapitre de vie nous réserve. Tu sais, on connaît bien l'enfance, ensuite l'adolescence qui nous amène à l'âge adulte. Puis là, dans l'âge adulte, mon Dieu, qu'on s'active, puis on se cherche, puis on se construit, puis on fait toutes sortes d'affaires. Puis là, on dirait qu'on se ramasse au tournant de la cinquantaine à dire, bon, puis là, qu'est-ce qu'on fait? What's next? Ouais. Puis qu'est-ce qui s'est passé, puis où je vais? Puis moi, je trouvais que le vocabulaire du bel âge puis de la FADOC, je l'adore. Mais je pense qu'on peut peut-être le redéfinir. Toi, ça te parlait pas? Ça me parlait en partie, mais je me disais, il me semble que... Moi, ça me parle pas tant. Toutes les avancées technologiques, puis médicales, puis médico-esthétiques font qu'on n'a plus le Moses de 50 ans qu'on avait. Non. Là, je me dis, mais c'est quoi ce territoire-là? Puis tu sais, que ce soit de la sexualité, par rapport au psychologique, aux trucs, aux affaires, moi, j'ai tout mélangé dans Intemporel pour dire, regardez là, moi, je marque un temps là sur la ligne, je me réapproprie cet espace-là, je vous partage mon petit bout là, qui m'a amené là, et puis de grâce, faites la même chose parce que moi, je veux m'abreuver de ça. Puis je me dis, si on met tous nos trucs ensemble, ça se peut-tu, Isabelle, qu'on ait un nouveau territoire passé 50 ans, là, puis que ça soit vraiment trippant. Oui, tu vois, j'assistais à une conférence la semaine dernière de Carl Honoré, qui est un journaliste canadien, anglais, qui vit à Londres aujourd'hui, mais qui parle très, très bien français, et qui a beaucoup écrit sur le mouvement du slow. Tu sais, le slow movement, tu sais, le slow food, la slow life, tout ce qui est lent, le mouvement du lent, de la lenteur, l'éloge de la lenteur. C'est ce qu'il fait. Il dit, prenons le temps de nous arrêter, pas d'arrêter, mais de nous arrêter, de réfléchir à ce que tu dis, toi, dans ton livre aussi, l'empreinte du temps sur nous, mais aussi, qu'est-ce qu'on va faire du reste de notre vie? Puis ça, cette question-là, tu peux te la poser à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 60 ans. Et lui, il disait, 40 ans, c'est le début de la vie. Alors que pour beaucoup de gens, en ce moment, que ce soit les publicitaires ou toute autre personne, c'est souvent, là, tu es rendu au milieu de ta vie, tu approches de la fin parce qu'à 50 ans, il y a de l'agisme. Et c'est ça que je trouve fascinant dans ton livre. Tu parles, d'abord, ça a dû être d'une certaine façon un peu thérapeutique pour toi aussi. Ça l'est pour nous, lecteurs, parce que ça nous force à nous regarder aussi
ton miroir, et t'en parles de l'effet miroir, nous force à nous regarder. Je dirais que c'est beaucoup tes blessures du passé, tes dossiers non réglés que tu as réussi au fil des ans à régler qui t'ont amené aujourd'hui à écrire ce livre. Puis c'est vraiment, je me décarcasse là-dedans. Moi, je suis très authentique. J'ouvre la porte à tout. Ouais. J'explique un peu la vingtaine, la trentaine, la quarantaine. Tu sais, je passe par l'infertilité, l'insécurité d'une petite fille qui a vécu la séparation de ses parents pour laisser ça en arrière. Tu sais, comment on peut, dans la vie, traverser des épreuves, des époques, avoir l'empreinte de tout ça sur nous, faire la paix, et ensuite regarder vers autre chose. Et puis, je crois qu'il y a souvent, dans la croissance personnelle, ça reste des grandes théories, puis après ça, tu as des biographies où on ne mixe pas non plus la croissance personnelle. Moi, je me suis dit, je vais faire un méli-mélo de tout ça ensemble. Et tu as tellement essayé de choses. Oui, j'ai essayé beaucoup de choses, puis tu sais, l'idée, c'était de partager pour dire, voici mon tracé. Si je vous le partage, ça va sonner une cloche et on va tous pouvoir faire le même processus. Moi, il y a des filles de 20 ans qui m'écrivent sans arrêt, avec la peur de vieillir, tu sais. Comment je peux avoir l'air de ça à 52 ans? Puis je dis, ben, c'est certainement pas avec une aiguille d'en face que ça fonctionne uniquement. Ouais. C'est-à-dire il y a des outils qui nous permettent de mieux vieillir aujourd'hui, puis globalement, la longévité, c'est quelque chose de très porteur. Mais c'est autre chose aussi, c'est psychologique, c'est ce qu'on délaisse, c'est ce qu'on laisse derrière, c'est une lumière qu'on a dans les yeux, c'est l'ensemble de l'œuvre. Mais ça, on dirait qu'on l'explique jamais, on décortique toujours, ce qui fait que parce souvent, qu'on veut des solutions rapides. Oui, puis ça nous met beaucoup d'anxiété parce qu'on se dit, mais c'est quoi cette nouvelle vieillesse? C'est quoi ce nouvel espace? Puis comment on peut le nommer? Puis comment on peut y arriver? Fait que moi, je pensais tout le temps aux jeunes filles de 20 ans qui m'écrivent sur Messenger, 30 ans, les jeunes mères là, qui sont débordées, les filles de 40 ans qui commencent à vivre les hormones et qui m'écrivent régulièrement. Puis je me suis dit, ben, je vais vous en faire un livre. T'sais, je vais vous le raconter, mon histoire. Puis après, ben, si ça peut vous aider, tant mieux. Moi, j'ai beaucoup retenu, évidemment, tu parles beaucoup du corps, bien sûr. Puis bon, on sait que, tu le dis toi-même, j'ai été une des premières animatrices à le dire ouvertement que je faisais de la chirurgie esthétique. Tu t'expliques vraiment là, tout le cheminement que tu as fait là-dessus. Moi, ce qui m'a beaucoup... c'est peut-être parce que ça me parle à moi, des dossiers non réglés chez moi, c'est ça, mais tu parles beaucoup de ton enfance, tu parles beaucoup de ta famille dysfonctionnelle. J'aimerais que tu reviennes là-dessus parce que je pense que ça, j'avais envie qu'on s'y arrête un petit peu plus. Là, tu soupires, es-tu tannée d'en parler? Non! Ça a fait comme un gros soupir. Non, ça me fait un grand soupir parce que... pendant des années, je voulais pas retourner dans ça. T'sais, parce que là, tu y vas là-dedans. Oui, à la vraie nature, là, j'ai reçu une invitation à la saison 1, puis j'avais dit à Jean-Philippe Dion, ce que tu me demandes de faire là, c'est de la torture. Aller dans un espace public, raconter cette histoire-là, ça m'en demande trop. Et finalement, la dernière saison, j'ai décidé d'y aller. Et c'était pendant l'écriture d'Intemporel que je suis allée. L'idée, c'est de laisser derrière nous les traumas. Puis, tu sais, j'entends les auditeurs dire « Ah non, pas encore quelqu'un qui revient sur ses blessures d'enfance. » C'est de laisser... Pourquoi on est tanné? Moi, je bois les histoires des autres. Oui, vraiment. Je veux savoir comment ils ont réglé ça, parce que c'est pas évident. Non, puis c'est un travail de longue haleine. Tu sais, moi, je suis une petite fille abandonnée à 5 ans qui a interprété ça de cette manière-là. Ça veut pas dire que j'ai été abandonnée par mes parents nécessairement, mais c'est comme ça que je l'ai interprété. Et cette blessure d'abandon-là ne m'a pas quittée. En fait, des fois, je me dis, elle est encore à l'intérieur de moi, mais disons qu'elle a contrôlé ma vie jusqu'à l'âge de 39 ans. Fait que de 5 à 39, dans Intemporel, c'est un chapitre que j'appelle « Insécure ». Et j'explique comment physiquement, j'avais des symptômes de cette insécurité. Le mal de dos, le grincement de dents, le stress constant, l'anxiété, les épaules en haut, cette espèce de posture insécure que je portais comme ça tous les jours. Donc, c'était pas juste mental, c'était aussi physique. Et puis, ça a été très long de laisser cette espèce d'expérience-là derrière dans la ligne de temps. Puis même si dans ma tête, je l'avais compris, ça a pris des années avant que mon corps lâche prise sur ce moment-là déterminant quand mon père est parti avec sa valise. Avec sa valise. Et c'est ça que j'avais... Et ta mère te dit, regarde, maintenant, aujourd'hui... Marie-Claude, ça va être toi et moi. Exact. Ouais. Et une relation compliquée avec ma mère. Oui. Fait que, tu sais, ce que je voulais apporter de nouveau dans Intemporel, c'est cette idée que ce n'est pas juste de raisonner, de comprendre une histoire, c'est de comprendre à quel point ces empreintes-là sont profondes à l'intérieur de nous, conditionnent les choix qu'on fait et le type de vie qu'on va mener, et comment on peut intégrer ça, l'accepter, passer à autre chose, mais que ce soit pas juste en discutant, en parlant puis en raisonnant. Il y a quelque chose de plus. Tout à fait. Tu vois, j'ai Émilie qui nous écrit. Émilie dit « Ah, grande femme,
tellement inspirantes pour nos filles. Et c'est vrai, tu as 2 enfants, toi, oui. maintenant. Et c'est sûr que quand on a eu une enfance dysfonctionnelle, je me mets bien sûr là-dedans. Après, quand tu as des enfants, d'abord, tu y penses à avoir des enfants. Toi, tu l'as dit, pendant un certain temps, c'était pas une évidence non plus. Moi, j'étais infertile pendant plusieurs années. Mais avant même de parler de l'infertilité, le désir d'enfant, des fois, quand tu as une famille dysfonctionnelle, tu dis, est-ce que je vais être dysfonctionnelle comme parent aussi? Ou tu te dis, ben non, justement, je vais me faire une famille parce que je ne reproduirai pas ce que j'ai vécu. Ben c'est pas facile de pas reproduire ce qu'on a vécu. Moi, c'est ça que j'ai réalisé, tu comprends? Exact, ouais. Après avoir passé ce petit bout-là des blessures d'enfance, là, puis d'avoir eu l'impression de mettre ça derrière moi, je me suis rendu compte que toutes ces blessures-là m'avaient conditionné dans ma carrière. Ça faisait de moi un être profondément dysfonctionnel qui était prêt à se faire violence pour travailler trop, accepter des mandats qui avaient aucun sens. Tu sais, la journaliste de sport qui est là tout le temps. Genre, ça, écoute, on fait une aparté là-dessus parce que ça, je savais pas. Je sais pas si tu l'avais raconté dans Orpheline ou dans ton précédent. 180 degrés, oui. Mais je savais pas que ce mandat-là d'être journaliste sportif, tu l'avais jamais demandé. C'est arrivé comme ça. Oui. André Arthur qui t'a dit, bon, regarde, Marie-Claude, c'est ça va être toi, là. Exact. Il y avait celui qui faisait la job qui est parti en plein milieu d'un show. Toi, t'es arrivé, puis t'étais là, puis il t'a dit ça va être ça. Donc, moi, tu l'as pas choisi. Non. Moi, je suis comme une première répondante, là. Tu sais, dans une grande partie de ma vie, ça a été... Puis j'étais comme ça pour mes parents aussi, qui étaient très instables, très fragiles. Donc, je suis une petite fille qui a pris beaucoup sur ses épaules. Donc, moi, dans ma carrière, c'est comme il arrivait quelque chose et je prenais le lead, je prenais la pôle et j'acceptais des mandats sans jamais me poser de questions. Et ça fait une carrière extraordinaire. Ah oui, mais humainement, à un certain moment, j'ai dû me poser la question à dire, ben voyons, j'étais prête à tout. Et je me posais jamais de questions sur ce qui était bon ou pas bon pour moi, ce que j'avais envie de faire ou pas envie de faire. Je faisais, j'accomplissais et je sauvais la mise. Donc, ça a des bons côtés, mais à un moment donné, à un certain point, il faut que tu te poses des questions. Fait que quand tu coupes ces patterns-là, ben ça vient tout déstabiliser. Il faut se reconstruire. C'est comme de faire une fondation puis rebâtir, tu sais. Parce que c'était encore la petite fille de 5-6 ans qui acceptait et de peur d'être abandonnée, de peur d'être... On fait pas de la pop psycho 101, là. Je veux dire, c'est documenté. C'est ça. C'est comme ça. On traîne. Je pense que tu le dis bien dans ton expérience nous montre qu'on traîne les blessures de l'enfance. En fait, c'est qu'on se construit autour de ça. Et ça teinte notre réalité, ça teinte nos choix. Et c'est ni mauvais. En fait, c'est pas de le qualifier, de dire c'est bon ou pas bon. C'est simplement un jour de le réaliser, d'avoir conscience que c'est ça, puis après de faire le choix. Est-ce que je veux continuer à être construite de cette manière-là? Est-ce que je suis à l'aise dans ça? Ou j'ai besoin d'autre chose? Je pense que c'est juste de faire des choix. Ça devenait lourd pour toi? Tu te rendais compte que tes mots, par exemple? Oui, bien, physiquement, j'étais fatiguée. Tu sais, à un moment donné, j'ai une prise de conscience de dire, mon Dieu Seigneur, je vais toujours d'urgence en urgence, de mandat en mandat. Est-ce que c'est cette vie-là que je veux? J'aurais très bien pu choisir, Isabelle, de continuer là-dedans. Puis moi, je ne juge pas des choix des gens. Je veux juste mettre de la lumière pour qu'on soit conscient de ça. Parce que je vois beaucoup, des fois, d'inconfort, de stress, d'anxiété chez les autres. Et je me dis, ont-ils conscience peut-être de ça? Puis, tu sais, peut-être que simplement en prenant conscience, on peut faire des choix plus harmonieux, peut-être. Puis on évolue. Tu sais, ce qui est bon à 20 ans, ce qui est bon à 30 ans, est peut-être moins bon à 40, à 50. Tellement. J'aurais envie de demander aux gens comment, si vous avez réglé vos blessures de l'enfance, est-ce que quand on écoute Marie-Claude Savard, évidemment, ça nous fait penser à notre propre enfance, à notre propre vie. Forcément, ça nous confronte, ça nous ramène dans certaines situations. Des fois, c'est votre famille, des fois, c'est notre famille élargie, c'est-à-dire les amis. Ça peut être des relations toxiques, des relations pas claires. C'est pas évident, ce que j'appelle régler ces dossiers. Des fois, puis il y a beaucoup de non-dits. Dans la vie, il y a beaucoup de non-dits. Tu t'en parles un peu, d'ailleurs, dans ton livre, puis tu dis que tu as pu accompagner, d'ailleurs, tes parents à certains moments où tu as pu dire certaines choses. Et le fait de pouvoir dire, ça fait tellement la différence. Fait que j'ai envie de vous redonner nos numéros pour nous joindre. 1-877-827-2346. D'abord, si vous voulez dire bonjour à Marie-Claude, ne vous gênez pas. Et c'est avec grand plaisir qu'on est avec elle ce matin. Et si vous avez envie de nous parler de ça, parce que les blessures du passé sont parfois très profondes. Puis moi, ce que je voulais dire dans ça, c'est ça se règle.
Ouais. C'est ça. C'est lumineux, c'est rempli d'espoir. Puis je me dis, cette nouvelle longévité qu'on a. Puis, tu sais, il faut pas être non plus jovialiste par rapport à ça. Tu sais, c'est du travail. La cinquantaine, oui, bien sûr. Puis il faut être réaliste aussi dans ce que c'est. Il faut prendre soin de sa santé. Puis on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais c'est simplement cette idée que ça se règle. C'est pas si dramatique que ça. Ça peut laisser la place à une grande plénitude. Puis je voulais juste rajouter quelque chose d'extrêmement lumineux là-dedans. Puis de dire, si on se laisse ce nouveau terrain de jeu-là, pour moi, là, tout ce passé-là, il n'est pas si lourd à porter. En fait, c'est la promesse de quelque chose de différent, de quelque chose de nouveau. Je suis la somme de toutes ces expériences-là, mais je ne suis pas que ça, Isabelle. J'ai pas besoin de traîner mon sac à dos plein de roches. Je peux le laisser de côté puis m'envoler vers autre chose. Et c'est vraiment ça, le message d'Intemporel. Puis c'est de partager les trucs qui m'ont permis d'y arriver, que ce soit le sport, tu sais, je parle de se défouler physiquement, de trouver des trucs pour être bien. Puis, tu sais, de temps en temps, c'était d'aller me faire du Botox. De temps en temps, c'était d'aller voir la psy. Les deux sont importants. Des fois, c'est d'aller prendre une marche dehors, puis des fois, c'est de partager avec quelqu'un, mais on peut pas toujours être dans notre tête puis dans nos blessures. Non, c'est sûr. Mais tu dis, c'est pas dramatique, mais en même temps, idéalement, il faut les régler. Oui. En fait, ce qui est dramatique, c'est de pas les régler chez le couturier, de ne pas les regarder. Mais une fois qu'on décide de s'y atteler, il y a des choses à faire. Puis, tu sais, je suis bien consciente aussi que parfois, on demande de l'aide, puis on est sur des listes d'attente, puis c'est compliqué d'avoir des services. Dans Intemporel, je donne des petits trucs que moi, je fais à la maison. Des affaires que j'ai accumulées au fil des lectures, au fil des années. Des trucs extrêmement précis. Tu sais, je parlais récemment dans un de mes podcasts du dialogue miroir, le fait de me regarder dans le miroir et de me parler et d'établir cette connexion avec moi-même. Ça, les amis, ça coûte pas grand-chose. Il n'y a pas de liste d'attente pour ça et c'est extrêmement puissant. Et tu dis, c'est pas évident d'ailleurs quand tu l'as fait. Non. Ça t'a pris un certain temps avant d'être capable de te regarder puis de te parler. Oui. Tu sais, toi, je te regarde dans les yeux en ce moment, on partage, je te parle. Mais moi, me regarder dans le miroir et établir cette connexion-là et me dire les choses dont j'avais besoin En fait, tu sais, des fois, on attend que les autres nous disent des choses importantes, mais on peut se les dire nous-mêmes quand on se regarde dans le miroir. Fait que ça fait partie des trucs qu'on retrouve dans Intemporel pour, si on veut, apaiser, relativiser, puis essayer de regarder en avant. Tu vois, j'ai une question d'Olivia qui dit, est-ce que la télé a une influence sur l'image de soi? Toujours se voir à la télé, forcément, ça doit influencer. Oui. En fait, moi, ça m'a amené... Tout à fait, Lydia. Nous le confirmons. Toi aussi, hein? Oh, mon Dieu. Mais à tel point que c'est difficile. Tu sais, quand tu dis, j'avais de la misère à me regarder... Là, tu viens de le dire encore, j'avais de la misère à me regarder dans le miroir. Est-ce que tu aimais ce que tu voyais? J'ai appris à aimer ce que je voyais. Je pense pas que j'aimais au début. Non, tu le dis dans ton livre, tu n'aimais pas forcément ce que tu voyais. T'étais pas forcément... Puis c'est idem pour moi, puis pour, je pense, plein de femmes qui font ce métier-là. Je pense que les gars se posent pas ces questions-là. Mais je trouve qu'on est tellement formaté dès l'enfance à faire plaisir, et à tout le temps être jolie, tout le temps belle, tout le temps... Ben moi, je le vois avec mes enfants. Tu sais, j'ai une petite fille, Charlotte, qui va avoir 8 ans bientôt, puis Henri qui vient d'avoir 6 ans. Je le remarque avec les gens vont dire « Oh, OK, belle Charlotte ». Mais ils vont pas le dire pour ton fils, Henri. Non, ils vont dire « Oh, regarde. Il est fort. Oui. Oh, mon Dieu, il court vite. Il est vite, il est intelligent, c'est ça, tu sais. Mais on va dire « Oh, regarde Charlotte comme elle est mignonne. Regarde comme elle est belle. » Qu'est-ce que tu dis? Ben, moi, je dis à mon fils qu'il est beau, puis je dis à ma fille qu'elle est bonne. Tu sais, j'essaie juste de balancer. Puis c'est pas de tout remettre en question nécessairement, mais c'est juste que on est placé comme ça. Puis quand tu te regardes, mais il faut que tu t'apprivoises, puis il faut que tu sois bienveillant. Moi, c'est ce que j'ai appris. Il y a Gilbert qui nous écrit, c'est difficile de montrer à nos enfants à s'accepter, à s'aimer. C'est horrible avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Ben, sinon, il a raison, il a tellement raison. Je pense que sinon on s'accepte, ben on va montrer l'exemple. Mais s'accepter, c'est le travail d'une vie. Fait que, tu sais, je pense que pour nos enfants, faut être un exemple. Puis après ça, ben c'est juste tu sais, moi, je dis toujours à ma fille, mon Dieu Seigneur, tu sais, elle, là, à un moment donné, je me souviens, à l'école, il disait, faut s'habiller couleur vert ou terre ou bleu. Puis là, elle a remarqué qu'elle était la seule habillée en bleu. Puis elle est revenue en courant. Puis les autres trouvent que... J'ai dit, OK, Charlotte, on va se parler. OK? Es-tu contente dans ton kit bleu? Elle me dit oui. Je dis, bon, ben, regarde, ça va être ça. Le regard des autres, on va apprendre à le gérer. Mais on va juste le mettre un peu à l'extérieur, tu sais. Toi, t'es bien, ben, tu vas passer à travers. Tu sais, moi, j'ai dit tout le temps, j'ai dit, regarde, ma mère reçoit plein de messages sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont pas contents. Puis des fois, je lui montre. Je dis, regarde,
Puis elle dit, est-ce que ça te blesse? Je dis, des journées, ça me blesse, des journées moins. Je les lis. Et puis, je passe à autre chose. Tu comprends? L'important, c'est que moi, je sois bien. Toi, tu reçois encore des messages? Toutes sortes. Ah ouais? C'est qui m'a envoyé ces vendredis? Vendredi? Oui, parce que je suis sur le panel des vendredis OD. Et puis là, il y a quelqu'un qui m'a dit, ça n'a pas de bon sens, une femme de 52 ans qui parle d'occupation double. Ben voyons Je te donc. jure, Isabelle. Puis là, j'ai réécrit, j'étais assis à côté d'un homme de 42, là. Tu comprends? J'ai juste... Puis, comme, tu sais... Mais peu importe que j'ai l'air ou pas, ou que c'était juste la... J'allais dire ça, j'allais dire, t'as tellement pas l'air de 52. Puis aujourd'hui, 50, c'est le nouveau 40. Et on pourrait tous s'enlever 10 ans. Moi, je suggère à tout le monde de s'enlever 10 ans. Pourquoi pas? Qui a dit que l'âge devait être une référence? Puis en même temps, des fois, je me pose la question. Quand les gens me disent ça, je me dis... Tu sais, ils me disent, oui, mais t'as pas l'air de ça. Là, je me dis, mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? Tu sais, que c'est correct d'avoir 52 si t'as l'air d'en avoir 40. Mais si je choisis d'avoir l'air de 52, c'est correct ou pas correct? Moi, j'ai juste le goût de dire, regarde... Mais tu sais quoi, je vais répondre à ta question. Quoi non? Ben, c'est que tu dis, est-ce que c'est correct d'avoir l'air de 52? Ben oui, tu peux avoir l'air de 52, mais il faut juste savoir qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a l'air de plus de 50 ans, il y aura moins de travail. S'il essaye de changer de job, il y aura moins de possibilités. Je veux dire, tout à l'heure, je parlais d'agisme. L'agisme, au Québec en particulier, c'est très lourd. C'est un véritable problème. Moi, j'ai des gens qui m'écrivent pour me dire, ça fait plus d'1 an que je cherche du travail et parce que j'ai plus de 45 ans même, c'est très, très long. T'sais? Bon, c'est sûr que maintenant, on va dire, oui, mais il y a plus de chômage qu'il y en avait. Mais quand même, tu sais, quelqu'un qui est aujourd'hui, je veux dire, c'est documenté, là. Ouais. Plus tu avances en âge et moins on va te considérer. Ce qui est terrible, parce que ça devrait être le contraire. Ben, je pense que collectivement, on n'a pas apprivoisé la vieillesse, j'ai le goût de te dire. On a peur de vieillir. Complètement. Personnellement, chaque individu et collectivement. Ça fait qu'on se retrouve dans une société comme ça. L'idée d'intemporel, c'est justement de mettre la ligne de temps, se la réapproprier. Et d'être intemporel. Oui, puis se redéfinir autrement, puis de désamorcer cette peur de vieillir. Tu sais, de l'accepter, c'est un privilège. Moi, mes parents sont décédés avant l'âge de 60 ans. C'est un privilège, vieillir. Mais si nous, personnellement, on est à l'aise dans notre vieillesse, je pense qu'on va peut-être avoir une chance collectivement de l'accepter aussi. Fait que l'idée... C'est une posture mentale, en fait. Oui. Et corporelle. Oui. Parce que du mental vient le corporel. Tu dis beaucoup de choses fort intéressantes, dont une étude sur l'eau. Ben, d'ailleurs, je tombe dessus. J'ai plein d'annotations dans mon bain. Oui, c'est pour ça que j'avais mis un cahier de notes à la fin. Oui, non, mais moi, j'ai un petit truc. J'écorne les pages. Oui, c'est pas très chic, mais ça me permet de... Bon. Et tu dis, à l'été 22, le livre sur les cristaux d'eau gelée. Là, je me suis dit, oh mon Dieu, avant de parler des cristaux. Et bon, je suis quand même rationnelle comme personne. Oui, je comprends. Alors, du chercheur Masaru Emoto. Donc, le livre a été placé parce que tu nous racontes que tu étais en vacances et que je trouvais ça fort intéressant. D'abord, la maison que tu avais louée, le propriétaire laisse traîner des livres qui peuvent être intéressants, dont celui-là, Les messages cachés de l'eau. Et dans ce livre-là, ce qu'il explique, c'est que l'eau réagit à des mots positifs comme amour, gratitude et devient, il faut que tu expliques, et les cristaux, donc... Oui. Quand tu regardes au microscope, tu sais, par exemple, si on congèle de l'eau et que sur le contenant, c'est écrit « amour », les cristaux vont être absolument fabuleux, d'une beauté exceptionnelle, tu sais, et symétrique. Et si on écrit le mot « haine » sur l'eau et qu'on la congèle et qu'on passe au microscope, ça va être distorsionné. Ça va nous renvoyer une image d'un cristal qui est mal constitué. Et mais puis, moi, je veux faire le test. Là. J'ai pas eu le temps là, depuis oui, mais hier, tu peux lire le livre. Puis, mais oui. Après ça, Isabelle... L'as-tu essayé, toi? Oui, je l'ai essayé plusieurs fois. Puis, honnêtement, j'y crois, même si, bon, il y a toujours des controverses dans tout. Tu comprends? C'est une étude scientifique, mais après ça, les scientifiques vont toujours se challenger, ce qui est merveilleux. On les adore, on les aime de même. Puis la base, c'est de dire le positif a un meilleur impact sur ta vie que le négatif. Ben, en fait, c'est le dialogue intérieur. C'est d'où l'idée du miroir. Ouais. Ton dialogue intérieur, quand tu te regardes dans le miroir, si tu es capable de le désamorcer, ça va changer des choses. Moi, je l'ai expérimenté. C'est pour ça que j'avais le goût d'en témoigner. C'est des petits trucs tellement porteurs et tellement révolutionnaires dans une vie. Tu sais, Isabelle, la journée où je me suis regardée dans le miroir et j'ai dit « Plus jamais je vais te laisser tomber », ce que moi, j'avais voulu entendre des autres. Ouais. Une fois que je me le suis dit, ça m'a libérée d'énormément de choses. Parce que j'ai arrêté d'attendre des autres qu'on me donne quelque chose que je ne me donnais pas. Puis toute cette dynamique-là relationnelle est extrêmement toxique, rendue à 40 ans, à 45 ans. Puis j'avais pas le goût de la donner à mes enfants. Voilà, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, là, je me suis dit, garde tout ça, cette lignée-là et c'est cette histoire-là, elle arrête ici.
et je regarde vers autre chose. J'ai Martine à qui ça parle, ce que tu racontes, Marie-Claude. Martine qui dit « J'ai traîné un sac plein de roches. » Moi aussi. Puis j'ai commencé à en enlever quand on a pu avoir des enfants. On a fait de notre mieux pour ne pas répéter. Maintenant, il me reste 1 ou 2 roches. Ben, tu sais, on a tout un petit bagage de roches. Des fois, c'est des tout petits cailloux. Mais bon, à 50 ans, je suis focus sur ce que je désire être pour devenir un leader. Finalement, j'ai la sagesse et les besoins sont plutôt comblés socialement. Maintenant, je dois vivre avec les limites que je connais. Donc, il y a ça aussi. Je pense que l'expérience nous permet, quand tu disais... Plus on vieillit, plus on devient intemporel, mais en même temps, on se connaît aussi. On est capable de se regarder dans le miroir, de se parler, de s'apprécier. Ça, c'est le plus beau cadeau de la vie. Puis moi, c'est ça que j'avais le goût de dire comme femme à 50 ans. Tu sais, encore récemment, je participais à un podcast avec une jeune de 35 ans qui vient juste de traverser des moments difficiles. Puis elle me regardait, puis elle me disait, qu'est-ce que tu peux me dire, toi, de ton point de vue? Puis je lui ai dit, tu sais, la paix va arriver. Je te jure qu'elle va arriver. Et toutes ces années-là, la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, où tu apprends à te maîtriser, t'apprivoiser, te connaître, un jour vont te servir. Et surtout, après tous les bouleversements hormonaux, va arriver un recul. Tu sais, le recul, c'est la vie. De pas toujours avoir la face dedans les émotions. Puis Dieu sait que moi, je suis quelqu'un d'extrêmement impulsif, là. Et puis, tu sais, j'ai un gros caractère. Mais quand même, le recul me permet de désamorcer, dédramatiser, de voir les choses. Ça ne veut pas dire que, tu sais, quand tout à l'heure, l'auditrice disait « j'ai encore des petites roches », on va toujours en avoir, ainsi va la vie, c'est correct, là. C'est juste d'avoir cette espèce d'espace plus confortable pour se connaître et savoir comment bien agir. Et c'est une posture qui est rassurante aussi. Puis on a besoin de se faire du bien parce que les temps ne sont pas si enjoués, pas si faciles que ça. Fait qu'il faut qu'on soit, nous, plus positifs que l'ambiance. Oui, puis tu sais, on arrive à la cinquantaine, puis on se dit... OK, là, c'est quoi l'affaire? Il faut que j'aille l'air plus jeune, faut que je me fasse faire ça, faut que je prenne des suppléments, des quoi. Comment se démêler à travers tout ça? Moi, j'ai voulu juste partager mon expérience, mes trucs qui ont fonctionné, de dire, il y a des choses qu'on peut faire, on peut se réapprivoiser le temps, se parler, bon Dieu Seigneur, on peut juste partager nos affaires, se comprendre qu'on n'est pas tout seul à vivre ça, puis regarder avec espoir cette nouvelle longévité avec des nouveaux outils. Où veux-tu que ça t'amène, intemporel? Oh mon Dieu, je laisse derrière beaucoup de bagages dans ce livre-là. En fait, ce que j'ai le goût, c'est que les autres partagent avec moi. Tu sais, aujourd'hui, tu es venu, tu m'as raconté du bout des lèvres ton histoire à toi d'enfance dysfonctionnelle. Moi, ce que je veux, c'est ouvrir le dialogue. C'est un mouvement, cette affaire-là. Partageons. On va mettre nos trucs ensemble. Tu sais, je retourne à mon... André Arthur, avec qui j'ai travaillé à la radio, disait tout le temps, à la gang, on finit par tout savoir. C'est vrai, ouais. À la gang, on va finir par mieux aller, mieux vieillir, puis collectivement, je pense, être plus en paix. Marie-Claude Savard, merci beaucoup d'être venue passer cette demi-heure avec nous. On en aurait pris plus, vraiment. Mais on peut jeudi. On peut, voilà, tu le lances jeudi. Oui. Et ça s'intitule Intemporel. Je vous le conseille. Ça se lit comme un roman. Merci. Ça se lit vraiment avec plein de il y a plein de belles choses. Puis tu sais, je l'édite toute seule, ce livre-là. C'est vrai? Il va être dans toutes les librairies, partout, mais je l'ai fait toute seule. Et puis, il va être sur mon site web, marieclaudesavard.ca, à compter de jeudi. Fait que vous pouvez le commander en ligne, vous pouvez aller le voir dans une librairie près de chez vous. Il y a beaucoup de photos. Beaucoup de magnifiques photos. Ouais. C'est fou, c'est fou. Et il y en avait une, écoute, il faut absolument que... Où on te voit avec... que des hommes à la radio quand tu étais à CKVL. À CKVL. Je me suis dit, oh mon Dieu. Ah oui. Le Boys Club, je l'ai vécu. Oui, vraiment. Marie-Claude, tu viens quand tu veux. Merci, Isabelle. Merci beaucoup.